On va recevoir dans quelques minutes Françoise Vergès, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Elle a participé au colloque que nous avons organisé il y a quelques jours ici, le 2 mai, en faisant une intervention appelée Afrique océanique, parce que le plus souvent, on a tendance à oublier ces Afriques qui sont aussi insulaires. Françoise Vergès a été journaliste et éditeur à Paris, éditrice, avant d'obtenir un doctorat en sciences politiques qu'elle avait soutenu à Berkeley, aux États-Unis, en Californie, en 1995. L'auteur a pris donc pour thème, pour trame, l'histoire politique de la Réunion depuis son origine jusqu'à nos jours, pour retracer le parcours de sa famille engagée en politique depuis 1930. En 1996, Françoise Vergès enseigne à l'université de Sussex et depuis 2000, elle est membre du département politique au Center for Central Studies of Goldsmith College de l'université de Londres. Elle s'interroge sur les problématiques de l'esclavage colonial et les phénomènes de la créolisation en utilisant des théories politiques insistant sur les logiques post-coloniales. On peut dire que son action est aussi placée sous le sceau de la militance. Elle a collaboré, par exemple, au journal des femmes en mouvement, mensuel puis hebdomadaire, puis en 1978 et en 1982 à la collection Femmes en lutte de tous les pays, aux éditions des femmes de 1981 à 1983. Après avoir été vice-présidente, Françoise Vergès devient le 13 février 2008 présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Un décret du 10 mai 2009 la nommera présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Et en 2009, elle a été désignée expert transversal dans le cadre des États généraux de l'Outre-mer. Elle est en outre, depuis plusieurs années, la directrice scientifique de la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise, dont la première pierre reste à être déposée. Elle a publié beaucoup de livres en la matière, mais on ne les citera pas tous, notamment De l'esclave au citoyen avec Philippe Audière, paru chez Gallimard en 1998 dans la collection Découvert, qui est même traduit en chinois. Elle a aussi publié Abolir l'esclavage, une utopie coloniale, les ambiguïtés d'une politique humanitaire chez Albin Michel, Racines et itinéraire de l'unité réunionnaise qu'elle a publié en 2003, et un livre que vous trouvez dans l'information que j'ai diffusée dans mes réseaux sociaux, son livre que j'apprécie beaucoup, La mémoire enchaînée, Questions sur l'esclavage, qui est paru chez Albin Michel en 2006. Mais aussi La République coloniale, son essai sur cette utopie avec Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, ou Nègre je suis, nègre je resterai, ces fameux entretiens avec Aimé Césaire qui était paru en 2007 et qui avait fait beaucoup de grand bruit à cette époque-là. Nous avons aussi un livre très, très intéressant qui s'intitule « L'homme prédateur », ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps, paru, lui, il y a 5 ans déjà. J'ai donc le plaisir et le bonheur de recevoir Françoise Vergès, qui va nous parler des commémorations. Merci beaucoup, Françoise. Bonjour, merci infiniment à Alain Mabanckou. Grâce à lui, les mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions entrent au Collège de France. Merci pour tous les esclaves. Je dis bien mémoire, mémoire vivante, complexe, multiple, inscrite dans la terre des colonies à esclaves, dans les langues, dans la poésie, dans la littérature, dans les chants de désespoir et de liberté, dans les idées d'égalité, dans le combat contre le racisme anti-noir.
Ce sont 4 siècles dont nous parlons. 4 siècles pendant lesquels furent déportés entre 13 et 15 millions d'Africains de l'Afrique subsaharienne, de la côte ouest entre le nord du Sénégal jusqu'au sud de ce qu'est l'actuel Angola, et à l'ouest sur les côtes du Mozambique et de Madagascar. 4 siècles qui globalisent le monde, qui transforment la notion de l'humain et de l'humanité, qui tracent une ligne de couleur dans le monde du travail, de la loi, de la culture et de la société. 4 siècles qui construisent le capitalisme, 4 siècles qui enrichissent l'Europe, 4 siècles qui bouleversent l'Afrique, 4 siècles qui créent le racisme anti-noir, 4 siècles de fer et de sang, 4 siècles de révolte et d'insurrection, de combat contre l'esclavage. Un esclavage légal, codifié, soutenu par l'Église, devenu aussi naturel que le jour et la nuit, à tel point que ceux et celles qui le condamnent au départ sont pris pour des fous. Il est très difficile de résumer l'histoire de ces millions de vies, de personnes déportées et de celles et ceux qui naissent en esclavage. Cependant, avant d'en venir aux raisons qui justifieraient notre intérêt pour cette histoire et ses conséquences et à la question des commémorations, permettez-moi de rappeler quelques faits, car je constate encore, en 2016, que très souvent, il y a des choses qu'on ne connaît pas. La traite, c'est le commerce d'esclaves. L'esclavage, c'est un statut. Alors, quelques faits. En 1452, le pape légifère l'esclavage, rend l'esclavage légitime. En 1562, la première expédition anglaise négrière quitte les côtes d'Angleterre, et en 1594, c'est la première expédition négrière française qui est reconnue sur le navire L'Espérance qui quitte La Rochelle. Alors les noms des navires négriers sont très intéressants, c'est souvent la Fraternité, la Liberté, l'Espérance, la Marie-Jeanne. Enfin, ce sont des noms presque, on se demande si c'était une ironie voulue. Enfin, en tout cas, voilà. Donc on est à la fin du XVIe siècle. Le pic de la traite se situe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au siècle des Lumières et des Révolutions. Au XVIIe siècle, vous avez entre 30 à 40 000 Africains qui sont déportés par an. Au XVIIIe, on passe à 70 à 90 000 Africains déportés par an. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire au moment où finalement il y a cette déclaration « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », au moment où vous avez la révolution anglaise, américaine et française, et la révolution haïtienne évidemment, c'est le moment du pic de la traite. C'est le plus grand nombre d'Africains sont déportés à ce moment-là. On a donc, par exemple, un autre fait que l'on connaît moins bien, c'est qu'il y a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes qui sont déportés. L'âge moyen des hommes sont entre 15 et 35 ans. Choisissez des personnes jeunes, des hommes jeunes. Le travail dans les plantations de canne à sucre était très dur, et il fallait donc des personnes dans la force de l'âge. Et ceux qui ont moins de 15 ans, les hommes qui ont moins de 15 ans, sont entre 15 à 20%. Il faut aussi distinguer. On confond très souvent ce qu'on peut appeler la reproduction marchande et la reproduction locale. C'est-à-dire on a une image beaucoup, parce que le cinéma qui parle de l'esclavage est surtout le cinéma américain, nord-américain, et on voit donc des familles d'esclaves très souvent, ou comme l'a rappelé Alain, la question de Roots. Mais en fait, aux États-Unis, la traite est interdite en 1808, ce qui fait que les propriétaires d'esclaves vont choisir ce qu'on peut appeler la reproduction locale. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les esclaves se reproduisent sur le sol des États-Unis, ce qui va provoquer en fait la traite aux États-Unis va être entre les États, ou par exemple ce que vous avez vu aussi en 12 ans en esclavage, c'est-à-dire qu'on capture des personnes qui sont libres pour les revendre dans le sud des États-Unis. Donc à partir de 1808, aux États-Unis, la reproduction, elle est locale, la reproduction de la force de travail esclave. Dans les autres colonies, on parle de reproduction marchande, c'est-à-dire qu'on ne fait sans cesse venir des esclaves. L'espérance de vie, si on peut parler ainsi, était de 7 à 8 ans sur les plantations, donc on avait constamment besoin de fournir des esclaves. Ce qui fait que, par exemple, au moment de l'insurrection de Saint-Domingue, vous avez, en 1791, vous avez 500 000 esclaves. Saint-Domingue, c'était ce qu'on appelait la perle des Antilles, la colonie la plus prospère de toutes les colonies à esclaves. C'est celle qui fournissait plus de la moitié du sucre consommé en Europe à l'époque, colonie française. Et donc, au moment de l'insurrection, vous avez 500 000 esclaves sur cette partie d'île, parce qu'au nord, c'était Hispaniola, c'était la colonie espagnole, et simplement 50 000 blancs et libres. Donc cette disparité constante dans la population, dans le nombre de la population d'esclaves et en majorité des hommes, c'est dans toutes les colonies, sauf donc aux États-Unis. C'est une chose qu'on ne souligne pas assez, mais ce qui montre aussi quelle était la situation des femmes esclaves
dans des situations de telle disparité entre le nombre. L'économie de la traite, c'est une économie très sophistiquée. C'est une constante spéculation sur le prix de la vente des esclaves et le prix de la vente des produits qui reviennent des colonies, le tabac, le sucre, le café et le coton. Ça peut rapporter absolument gros. Par exemple, en 1781, pour armer un bateau négrier, ça coûte entre 200 et 300 000 livres, c'est-à-dire le prix d'un petit hôtel parisien à l'époque, mais ça vous en rapporte autant. Une autre chose que je voudrais vous dire sur les marchandises de la traite, ce sont le textile, qui sont en premier, qui sont plus importantes, les armes, les vins, le tabac et les spiritueux, et les métaux, les barres de fer. Et puis aussi des perles, ce qu'on appelait le petit paquet, d'où le mot pacotille, qui fait qu'on croit qu'on vendait de la pacotille. Mais en fait, finalement, c'était des choses chaque fois de valeur. Mais ça s'appelait dans les termes du commerce maritime le petit paquet. Donc ça fait beaucoup marcher les industries en Europe et le commerce global. Chaque fois qu'un bateau négrier part, il faut qu'il soit rempli de tissus, d'armes, de porcelaine, de choses qui sont produites dans les arrière-pays nantais ou bordelais, ou finalement aussi loin que l'Allemagne, l'Autriche, et qui viennent donc vers les grands ports négriers de l'Angleterre et de toute l'Europe de l'Ouest pour fournir. Ça fait marcher aussi, il faut construire les bateaux, il faut avoir des marins, il faut avoir des capitaines, des médecins, des notaires, les banques, les assurances. C'est toute une économie qui se met en place. C'est une organisation industrielle et c'est la première fois qu'il y a une organisation industrielle de l'esclavage, c'est-à-dire à ce point un tel investissement de plusieurs sortes d'industries. Il y avait par exemple des personnes qui ont fait des grandes familles européennes qui ont fait leur fortune non pas sur le commerce négrier, mais sur fournir aux armateurs ce dont ils avaient besoin, ces fameux textiles, armes et autres choses. Donc vous avez vraiment des choses. Et il y a aussi le fait qu'en fait, une chose aussi qu'on doit comprendre, c'est que les Européens ne pénétreront pas en Afrique, ils restent que sur la côte. En fait, les Africains maîtrisent ce commerce. L'Afrique était développée à l'époque, il y a de l'agriculture, il y a de l'élevage, il y a des formes d'industrie. Ce n'est pas du tout des gens qui attendent sur le baobab que les Européens arrivent. Et ils résistent d'ailleurs aux tentatives de mainmise des Européens. Ils tiennent aussi, ils participent, comme on le dit, mais en fait, ce sont des acteurs. Et les royaumes qui sont à l'intérieur sont protégés très souvent, ou sont évidemment victimes de razzias, mais vous avez aussi en fait tout un développement sur le continent africain même de résistance à ces razzias. Alors à la fois des villes qui sont des villes refuges, comme ce qui existait un peu au Moyen-Âge en Europe comme villes refuges, c'est-à-dire on se réfugiait dans ces villes et on savait que ces villes allaient les protéger contre les razzias de négriers. Il y a aussi des architectures qui se mettent en place, des stratégies, c'est-à-dire les villages, dans les villages africains, on comprend qu'il faut faire les rues en zigzag pour que les chevaux des razzias soient ralentis, parce que si c'était tout droit, les chevaux passaient très rapidement. Donc il y a tout un tas de développements, des villages qui se construisent plus près des forêts pour qu'on puisse s'échapper et se cacher dans les forêts. Donc il y a vraiment une résistance aussi sur le continent africain et non pas pour un peu contrer certaines idées qu'on peut avoir. Il y aura en tout donc des dizaines de milliers d'expéditions négrières, 10 000 en Angleterre et plus de 3 700 qui partiront de la France, dont le plus grand nombre partiront de Nantes, qui a été le premier port négrier français. Et en fait, la France déportera à peu près 1,7 million d'esclaves vers les colonies françaises. Donc c'est une organisation, je l'ai dit, industrielle. C'est pour la première fois dans le monde, au niveau global, qu'une main-d'œuvre est organisée de manière qu'on la déplace d'un continent à l'autre, que cette main-d'œuvre est racialisée assez rapidement et elle est aussi genrée, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Racialisée, assez rapidement, on va donner des explications pourquoi tous les déportés, tous les esclaves déportés sont des Noirs d'Afrique subsaharienne. Alors il va avoir, mais ça c'est au XIXe siècle, l'explication totalement fantaisiste de la malédiction de Cham, qui ferait que, ce qui n'est pas d'ailleurs dans la Bible, mais qui serait soi-disant que les descendants de Cham auraient été maudits et seraient devenus donc la population noire d'Afrique subsaharienne condamnée à l'esclavage, mais en fait c'est une fantaisie. Mais il y a aussi surtout finalement tout un déploiement de discours qui vont justifier l'esclavage en disant que cet esclavage, de prendre les Africains, en fait, c'est une bonne chose parce qu'ils échappent à la barbarie qui règne sur leur continent. Et qu'en plus, on va leur apprendre le travail.
Grâce à l'esclavage, ils vont apprendre à travailler, ils vont comprendre, parce qu'on commence à dire que l'Africain, c'est quelqu'un qui vend le matelas sur lequel il va dormir le soir même, parce qu'il n'a aucune idée du jour et du lendemain. Au début du XVIIIe, jusqu'au XVIe, XVIIe, la traite a commencé, l'esclavage a commencé, mais il n'y a pas encore l'idée raciale n'est pas encore vraiment consolidée. Elle se consolide vraiment au XVIIIe siècle. Et dans les dictionnaires de langue française, c'est-à-dire dans le dictionnaire, là où on se réfère pour savoir comment parler le français, dans les dictionnaires de synonymes au début du XVIIIe siècle, noir, nègre et esclave sont des synonymes. Donc vous regardez dans le dictionnaire, ce sont devenus des synonymes. Et toute une série d'expressions qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on entend encore aujourd'hui, comme travailler comme un nègre ou d'autres choses, apparaissent à ce moment-là au XVIIIe siècle. Jusque-là, c'était des couleurs. Le blanc était une couleur. Le blanc devient un marqueur social, associé à la liberté, associé à la beauté, associé à des droits naturels, alors que le noir va devenir associé à l'esclavage, à la laideur et à toute une série de choses. Et ça, c'est vraiment le XVIIIe, et puis ensuite, évidemment, ça se renforcera au XIXe siècle, mais c'est vraiment au XVIIIe siècle. Donc c'est cette question d'une émergence de ce qu'on appelle la modernité, et qui est vraiment est dans ce paradoxe absolu. Et ce qu'on voit même parfois je vous donne un détail, par exemple sur certaines peintures qui apparaissent, sur certains tableaux qui apparaissent à la Révolution française, où l'image donc du noir a changé, malgré tout c'est la Révolution française. Alors attendez, parce que là je vais vous un peu je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Au XVIe, XVe siècle, XVe, XVIe siècle, il y a encore des représentations de noirs comme diplomates, musiciens, donc des gens qui vous regardent, qui regardent le spectateur. Ils sont face. À partir de la fin du XVIIe, XVIIIe, quand les noirs sont représentés, ils sont représentés avec leur maître et ils regardent leur maître. Ils ne vous regardent plus. Ils n'existent qu'en relation avec leur maître. Donc vous verrez des tableaux, on voit les petits négrillons, ils regardent le maître, ou par exemple il y a une servante, elle regarde sa maîtresse. Elle ne vous regardera pas. À partir du XVIIIe siècle, on commence à peindre des noirs qui vous regardent. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu un statut d'humain. Mais les paradoxes quand même se poursuivent, c'est-à-dire que vous avez des tableaux où on représente un jeune noir avec la cocarde tricolore, donc voilà, il est citoyen, mais il porte encore le collier d'esclave. Donc c'est tout le paradoxe d'accepter ou de ne pas accepter l'idée de cette humanité. Donc toute cette traite, alors je dis par exemple l'esclavage par contre, c'est le statut, c'est un statut qui est codifié, on connaît le code noir en France, qui est d'ailleurs, qui paraît au même moment qu'on abroge l'édit de Nantes, donc il y a vraiment deux moments aussi de répression, de reconfiguration de ce que c'est qu'être français. D'une part donc abrogation de l'édit de Nantes, les protestants ne sont plus acceptés dans la communauté nationale, et le code noir qui définit donc l'esclave comme un bien meuble, c'est-à-dire qu'il est compté au même point que les mulets et les tables dans les héritages et dans les registres de plantation ou dans ce que possède une famille. Et un des articles d'ailleurs de ce code noir, un des premiers articles, aussi interdit aux juifs et aux protestants de vivre aux colonies. Donc on voit toute cette reconfiguration de qui appartient et qui n'appartient pas à la communauté nationale se configure aussi donc à travers ces textes et à travers d'autres décrets. Une dernière chose d'ailleurs sur ces décrets qui concernent aussi la France, c'est-à-dire pas les colonies, c'est que très tôt au XVIIe siècle, on commence à interdire aux personnes africaines de vivre en France. Et en 1717, il y a la création de ce qu'on appelle la police des Noirs, qui est chargée par le roi d'arrêter les Noirs dans la rue, c'est le contrôle aux faciès de l'époque, et de les renvoyer dans des baraquements dans les villes, dans les ports, et de les renvoyer dans les colonies, qu'ils soient originaires ou pas de ces colonies. Il y a une interdiction, il y a aussi interdiction des relations sexuelles entre noirs et blancs, et donc ça ne concerne pas que la colonie, c'est-à-dire que c'est ce que Césaire, Aimé Césaire après, et bon, Frantz Fanon aussi en parle, de l'effet retour, de l'effet boomerang de ce que vous faites, de ce que les pays européens font dans les colonies, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire innocemment, impunément, ça va revenir. Donc ces lois, ces décrets qui étaient aux colonies ont aussi une influence sur les métropoles coloniales. Ces décrets sont abolis par la Révolution française, mais seront rétablis, comme l'esclavage sera rétabli par Napoléon en 1802, qui interdira à toute personne d'origine africaine de vivre sur le sol de France. Il y en avait donc à l'époque quelques milliers.
Donc l'esclavage, c'est un système plantationnaire, un système qui repose évidemment sur l'énormément de punitions et de terreur. Et les combats contre l'esclavage, les premiers combattants sont évidemment les captifs. Il y a des révoltes dès le départ, il y a des résistances, comme je l'ai dit, dès le moment du lieu de la capture. Il y a des révoltes sur le chemin de la traite, il y a des révoltes sur les bateaux, et il y a des révoltes dans les plantations où il y a le marronnage, c'est-à-dire les personnes qui s'échappent, les femmes et les hommes qui s'échappent de la plantation et qui vont vivre dans les montagnes ou ailleurs. Donc les premiers combattants, ce sont les esclaves. Le combat contre l'esclavage en Europe sera très long et très difficile, comme l'on sait, puisqu'il prend fin simplement, l'abolition de la traite, c'est au XIXe siècle, et de l'esclavage, c'est au XIXe siècle, que ce soit en Angleterre ou dans les autres puissances européennes, Danemark, France, etc. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait c'est très très long. Les femmes joueront un rôle important dans le mouvement anti-esclavagiste en Europe, je veux dire en Occident, parce qu'il y aura ce lien qui sera fait entre anti-esclavagisme et féminisme, dont on pourra parler parce qu'il n'est pas aussi simple. Et évidemment, des femmes dans les colonies dont les noms ne sont pas du tout connus en France, comme Claire en Guyane, ou Sénide Belair en Haïti, ou Eva à La Réunion. Alors la mulâtresse solitude, peut-être un peu plus connue en Guadeloupe. Vous avez en Jamaïque Queen Nanny, et aux États-Unis des personnes comme Harriet Tubman ou Sojourner Truth, et au Brésil une personne comme Dandara. Des noms donc complètement inconnus. Alors je vous ai mis, je vais terminer sur cette question de traite d'esclavage. Là, je vous ai mis cette image qui a été une image extrêmement importante dans la lutte contre l'esclavage, contre la traite surtout, parce qu'elle montre, et c'est une représentation assez fidèle de ce que c'était les transports d'esclaves. C'est-à-dire ils étaient vraiment les uns sur les autres aussi serrés. Ce n'est pas une métaphore, c'est une représentation assez vraie de ce qu'il y avait. Alors par exemple, là vous avez la coupe d'un navire, donc vous voyez comment les gens étaient placés. En fait, au fond, au-dessous du navire, il y avait pour le ballast, il y avait les marchandises, et au-dessus, il y avait les esclaves. Donc encore une fois, et vous voyez là comment ils étaient, la plupart du temps, ils ne pouvaient pas se tenir debout, ils étaient courbés pendant tout le temps du voyage, dans le passage du milieu au cours de l'Atlantique. Donc absolument entassés, il y a des descriptions absolument effrayantes des bateaux négriers, et on dit que quand le vent était dans le sens aller vers la terre, et les bateaux négriers arrivaient vers les Caraïbes ou les États-Unis, on savait qu'un bateau arrivait à cause de l'odeur que portait, l'odeur de mort, de pisse et de merde que portaient, excusez-moi, mais c'est ce que portaient les vents. Donc ce sont par exemple justement là, les baraquements où sont enfermés les esclaves, parce que les esclaves étaient enfermés dans des baraquements près des ports et des forteresses, de ces centaines de forteresses qui ont été construites le long de la côte atlantique par des esclaves d'ailleurs, mais qui étaient tenues par des Européens. Et en général, dans la tente du bateau qui les emmenait, ils cultivaient, donc ils faisaient vivre le fort. Alors là, c'était une carte de route du commerce négrier, et vous voyez, il y a toute la côte est, mais aussi de la côte est qui va partir aussi. D'ailleurs, il y a pas mal d'esclaves du Mozambique et de Madagascar qui sont au Brésil. Chose qu'on peut étudier ensuite, par exemple, par les circulations d'instruments de musique ou de chants. Ça, c'est les traites françaises et britanniques. La traite française est en bleu. Donc on voit, vous voyez, 18e siècle, c'est le pic. Là, je vous ai mis juste une carte pour vous montrer tous les ports, parce qu'on pense à Nantes et à Bordeaux, et on voit que La Rochelle, Bayonne, Rochefort, Lorient, Vannes, Saint-Malo, Le Havre, Dunkerque et Marseille ont été aussi des ports négriers d'importance diverse, mais des ports négriers tout de même. Le Havre, d'ailleurs, a été très important. Là, c'était je dis juste sur l'activité négrière des ports français. Donc, on voit que Nantes est importante et ensuite Bordeaux, mais vous voyez que La Rochelle est aussi assez importante, ainsi que Saint-Malo et Le Havre. Ça, c'est la première page du Code noir. Ça, c'était justement dans la diffusion des idées anti-esclavagistes, un Anglais qui va dans les colonies des Caraïbes et qui va donc dessiner les tortures et les punitions qu'on impose. Ça, c'est une image justement des plantations, parce qu'en fait, finalement, pour les abolitionnistes, pour les anti-esclavagistes, ça va être très difficile, parce que quand on voit cette représentation, on voit des gens qui travaillent dans un champ,
rien ne dit particulièrement qu'il y a derrière l'esclavage, ça pourrait être un champ. Et donc c'est pour ça que par exemple le bateau négrier que je vous ai montré ou les punitions seront énormément utilisées, parce que la représentation du travail dans les plantations était, on pouvait ne pas voir. Ça c'est autre chose, ça c'est le déclenchement de l'insurrection haïtienne en août 1791, qui va entraîner d'ailleurs la première abolition dans une colonie française en 1793 à Saint-Domingue, et ensuite en 1794, en février 1794, la première abolition pour toutes les colonies françaises, mais l'esclavage sera rétabli par Napoléon. Et en fait, il y aura une révolte en Guadeloupe, où les Guadeloupéens n'accepteront pas le rétablissement de l'esclavage. La Martinique était passée sous les mains des Anglais, et une insurrection qui sera conduite par Louis Delgrès, et qui se suicidera avec ses compagnons le 10 mai 1802, plutôt que de se rendre aux troupes napoléoniennes. À Haïti, par contre, donc Napoléon envoie aussi ses troupes et vous avez là évidemment le grand Toussaint Louverture, mais il y a d'autres grandes figures, Dessalines et Christophe ou d'autres. Ça, c'est la représentation de la première abolition de l'esclavage en 1794 à la Convention, avec cette image qui est déjà construite, mais enfin en 1848, ça sera encore plus accentué, de la liberté donnée, des Noirs dans une position plutôt inférieure par rapport aux Blancs qui les accueillent. Donc une représentation qui sera d'ailleurs des représentations de l'abolition qui seront très critiquées ensuite. Donc ça, c'était juste... C'était pour vous indiquer, en 1848, en France, donc dans l'espace colonial français, on compte à peu près 248 500 esclaves qui deviennent libres le 27 avril 1848. Et donc voilà les chiffres, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, et au Sénégal aussi, puisque l'abolition de l'esclavage en 1848 concerne aussi les communes du Sénégal. Il y a un long silence entre 1848 et les années 60. Il y a eu le centenaire en 1948, mais qui n'a pas vraiment d'écho dans la société française. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 60, dans Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion, où avait eu lieu l'esclavage, ce sont les mouvements anticoloniaux qui font revivre ces mémoires en disant « nous avons une histoire, une langue, une culture qui n'est pas celle de n'importe quelle région de France et qui sont issues de l'esclavage ». Et les dates de 1848 sont alors fêtées le 23 mai en Martinique, puisque les esclaves de Martinique n'ont pas attendu que le commissaire de la République arrive et se sont soulevés, ils ont imposé leur liberté. Le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane. Le 20 décembre, par contre, le commissaire de la République, quand il arrive, les propriétaires d'esclaves lui demandent d'attendre la fin de la Coupe des Cannes pour que les esclaves ne partent pas. Le commissaire de la République accepte, et donc ça aura lieu seulement le 20 décembre, après la Coupe des Cannes, comme ça, tout est tranquille. En 1983, c'est un décret sous la poussée des mouvements anticoloniaux fait de chacune de ces journées un jour férié. 1998, c'est le 150e anniversaire, et comme le rappelait Alain Bancou, il y a des manifestations. Le 23 mai, il y a une grande manifestation dans la rue de Paris, descendants d'esclaves, qui réunit 40 à 50 000 personnes et qui disent « ça suffit de célébrer seulement l'abolitionnisme européen. Honneur à nos ancêtres ». Et le 10 mai 2001, la loi qui reconnaît la traite et l'esclavage, crime contre l'humanité. Le 10 mai en 2006 devient la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et là, je voulais juste passer aussi pourquoi s'y intéresser. Alors très souvent, j'entends dire c'est le passé, c'est loin, insister là-dessus, c'est la victimisation, les Africains ont vendu des Africains de toute façon, il y a toujours eu de l'esclavage a existé partout. Donc pourquoi finalement on parlerait de cette traite et de cet esclavage? Quel intérêt aujourd'hui? Bon, déjà, c'est une source infinie de récits passionnants et étonnants que je vous recommande, parce qu'on a une vision en général assez binaire ou linéaire, qui entraîne toute une réflexion sur la condition humaine, sur la cruauté, sur la peur, sur le désespoir, sur la violence, sur la solidarité, sur l'indomptable désir de liberté des esclaves, qui n'arrêteront jamais de se révolter, et sur leur courage, leur incroyable courage. Dans des situations absolument terribles, ils n'arrêteront pas de se battre. Ça nous aide aussi à comprendre comment se fabrique le consentement à l'injustice et à l'exploitation. Comment, effectivement, ça a pu durer des siècles alors que c'était condamné. Comment, pourquoi et comment les Européens ont accepté que soient déportés des Africains et qu'ils consomment des produits assez rapidement, tous ces produits, tabac, café, sucre,
qui sont produits de plus en plus par la société européenne, par les sociétés européennes mais françaises, et qui deviennent des choses de la vie quotidienne et même de la vie sociale et culturelle en France. C'est-à-dire qu'on se met à offrir du café, on consomme du thé, on commence à avoir toutes les choses associées avec les sucreries associées aux choses de la vie, le baptême, les fiançailles, le mariage, toutes ces choses qui deviennent absolument associées à comment on est européen, comment on est une personne civilisée, avec des produits qui arrivent donc de l'esclavage. Des discours et des représentations qui vont justifier, légitimer, naturaliser et s'insinuer dans les consciences. La division aussi qui s'installe entre producteurs et consommateurs, c'est-à-dire le sucre, le café, je disais, sont indispensables à la vie quotidienne, à la vie sociale et culturelle, à tel point que quand l'insurrection haïtienne éclate, comme elle fournissait, la Saint-Domingue, je vous dis, fournissait plus de la moitié du sucre consommé en Europe, il y a moins de sucre qui arrive, il y a une spéculation, le prix du sucre augmente. Il y a des manifestations de femmes révolutionnaires dans les rues de Paris pour réclamer l'accès au sucre, pas pour soutenir la révolution haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette division qui s'installe entre le droit que l'on a à des produits qui deviennent des produits indispensables à notre vie quotidienne et les conditions, comme on disait avant, de production. Donc évidemment, la persistance du racisme anti-noir, pas seulement culturel, pas seulement institutionnel et structurel, mais biologique. Ces idées qu'on entend encore dans la voix de personnes qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui. Donc ces conséquences aussi sur le long terme, sur lesquelles on peut réfléchir, pourquoi ça nous intéresse. Aujourd'hui, vous avez, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou l'île de la Réunion, sont parmi les départements les plus pauvres de tous les départements de France, avec des taux de chômage importants depuis des décennies, des taux d'illettrisme importants, une inégalité totale de l'accès au foncier, la maintenance de la maîtrise du contrôle de la vie économique par les descendants de propriétaires d'esclaves, ce qu'on appelle les béquets aux Antilles et les gros blancs à la Réunion. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut voir, c'est ça pour aujourd'hui. C'est aussi, ça demeure une source de créativité. Beaucoup d'artistes ont réinvesti ce terrain. Des artistes d'art plastique, Alexis Peskin, Kara Walker, Chakwan, enfin et tant d'autres. La littérature, c'est aussi, ça nous permet de réfléchir sur le droit, sur la question du droit du travail et la question du droit de la propriété. Pourquoi et comment s'installent dans des exceptions. C'est la question de la géographie, d'une construction d'un axe nord-sud, sur l'économie évidemment, je l'ai dit, et sur la philosophie. C'est donc une histoire française, une histoire européenne, une histoire du monde, une histoire de l'humanité. Pas seulement de descendants d'esclaves ou de négriers, mais aussi l'histoire du capitalisme, de la ligne de couleur et du monde. Alors aujourd'hui, c'est illégal et c'est un crime, et pourtant, il y a encore des formes d'esclavage qui perdurent. Donc pour terminer sur cette question de commémoration, la commémoration n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée de grands mouvements de compréhension de cette histoire, dans l'éducation, dans la culture et dans la recherche. Elle devient creuse. Il ne suffit pas de dire c'était mal, c'est quand même la moindre des choses de penser ça et de le dire, on ne prend pas de grande responsabilité à dire ça, mais par contre de se demander comment l'Europe a pu construire sa richesse et comment ça a entraîné aussi aujourd'hui des inégalités est important à comprendre. Donc en partant du passé, comprendre pourquoi et comment ça dure des siècles, je l'ai dit, pourquoi et comment, en regard de cela, au lieu de condamner ces personnes en pensant bon ben voilà, c'était des personnes mauvaises, aujourd'hui on n'est plus comme ça, comment se fabrique ce consentement et donc comment aujourd'hui, pourquoi et comment nous acceptons nous-mêmes des inégalités, de la violence, de la prédation et de l'exploitation, des processus de racisation. Mais ce que aussi les esclaves nous enseignent, c'est de ne jamais les accepter et de ne jamais se décourager. Donc ces inégalités. Frantz Fanon écrivait « Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette détermination, dont d'ailleurs Alain parlait dans sa première intervention. Donc ce n'est pas de déterminisme ou de détermination qu'il s'agit, mais de reconnaître notre dette envers celles et ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, comme l'a écrit Aimé Césaire. Merci. Merci beaucoup, Françoise Vergès. On a vu à travers cette explication bien détaillée, bien fournie et bien argumentée que la question justement
de l'esclavage, de la traite négrière, de ses abolitions, est une question qui nous concerne tous. Ce n'est pas forcément une question liée simplement à l'Afrique. On a vu aussi dans quelle mesure il y a cette nécessité d'inscrire la question de cette mémoire dans l'histoire de France. Et c'est peut-être aussi pour nous une façon de nous réjouir, dans le sens où nous en parlons de plus en plus comparé à ce qui s'était fait avant, mais il s'agit aussi d'écarter certaines conceptions qui veulent parfois repousser les descendants justement de ce drame, ou les réduire simplement à des gens qui sont en train de pleurer sur leur passé. Il ne s'agit pas de pleurs, il s'agit de rétablir l'histoire et de la réécrire sans pour autant rechercher qui en sont forcément responsables de ceci ou de cela. En gros, ce n'est pas que lorsque nous voyons un Allemand, on voit forcément le nazisme derrière, et qu'on ne peut pas rendre forcément comptable. Par exemple, à moi, rien ne me prouve que je dois avoir une responsabilité ou une innocence quelque part, mais le grand problème de cette question, c'est cette généralisation. C'est pour éviter justement la généralisation que nous avons voulu inscrire la question de la traite négrière dans ce cycle de leçons du Collège de France. Maintenant, peut-être nous avons cette fois-ci largement le temps de prendre quelques questions.